bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Mankind is being threatened by these despicable villains. The only hope for freedom and democracy is... Wonder Woman! Bienvenue dans la saison 4 de Phase S. Pour bien commencer cette nouvelle année, nous consacrons notre première émission à une héroïne iconique de la pop culture, Wonder Woman. Wonder Woman est à la base, comme la majorité des super-héros américains, un comics. Le personnage est la création de Charles Moulton, diminutif de William Moulton Marston, qui est également le créateur du polygraphe, le test qui donnera l'invention du détecteur de mensonges. On comprend mieux la fonction du lasso magique de Wonder Woman. Elle apparaît pour la première fois en décembre 1941 dans le numéro 8 de la revue All Star Comics de la société All American Publication, une société distincte de DC Comics mais qui travaille ensemble et dont le logo DC est apposé sur toutes les publications de cette société. L'histoire commence par Steve Trevor qui s'est écrasé avec son avion sur l'île de Paradise Island. Il est recueilli par Diana, fille d'Hippolyte, reine des Amazones. Diana est une fille créée de l'argile à laquelle les dieux ont donné la vie. En réalité, elle est la fille de Zeus et d'Hippolyte. Steve Trevor doit repartir aux USA, mais Diana repart avec lui en ayant pour mission d'aider les États-Unis à gagner la guerre et à combattre le crime. Elle prend alors l'apparence de Diana Prince, en hommage à la mère courageuse de Steve Trevor, Diana Trevor, qui faisait partie de la Women Air Force Service Pilots. Elle s'est écrasée sur Paradise Island lors d'une mission. Enterrée avec les honneurs d'une femme, elle est vénérée par les Amazones qui furent émues par son sacrifice. Wonder Woman tirera son costume de la combinaison de pilote de Diana Trevor. C'est la première super-héroïne de BD à cette époque. William Moulton Marston, qui est conseiller éditorial de la société All American Publication en 1940, elle est à ce moment-là dirigée par Max Gain. Marston, qui est un féministe convaincu et très actif, en a assez de voir que des super-héros masculins et crée alors une héroïne, Wonder Woman. Gaines est intéressé et accepte l'idée de Marston. Ce dernier la publie sous le pseudo de Charles Moulton. Il est aidé par Sheldon Mayer, le responsable éditorial de la société, Joy Hummel, une de ses étudiantes, et c'est Ashley Peter qui dessinera l'héroïne dans pratiquement toutes ses aventures jusqu'en 1958. Après All Star Comics, Wonder Woman fera un bref passage dans Sensation Comics en 1942 avant d'avoir son propre titre 6 mois plus tard. Armée au départ que de son lasso magique, ses bracelets pare-balles et sa force surhumaine, ses pouvoirs augmenteront au fil des aventures et des années. Ses boucles d'oreilles lui permettront de respirer dans l'espace, sa tiare devient un boomerang indestructible et elle pourra communiquer avec Paradise Island à l'aide de ses bracelets. Enfin, son avion invisible est modernisé au fil des aventures. Les comics connaîtront une grosse crise et Wonder Woman faillit disparaître à la fin des années 60. Mais une série étant prévue et les droits étant totalement à Marston, DC préfère conserver le titre. Wonder Woman se retrouvera sans super pouvoir dans les années 60, où clairement l'actrice Diana Riggs dans le rôle d'Emma Peel influença cette version de Wonder Woman. Wonder Woman intègre la Justice League en 1942 après un sondage auprès des lecteurs pour savoir si elle le pouvait, le oui l'ayant remporté à l'unanimité. Wonder Woman connaîtra pas mal de changements au cours des différentes périodes du comics. Ainsi, dans les années 70, grâce à la série avec Linda Carter, dont nous reparlerons un peu plus loin dans l'émission, jusqu'à sa mort en 1986 dans Crisis on Infinite Earths. George Perez, qui a travaillé sur les comics d'Avengers, le comics de l'âge de cristal ou encore les X-Men et les 4 Fantastiques, relance les aventures de l'héroïne en 1987. Considérée par les fans comme le point culminant de l'histoire de Wonder Woman et également la plus aboutie, jusqu'en 2005-2006 pour la seconde Infinite Crisis. Elle aura une aventure avec Superman et deviendra bisexuelle sous l'égide de Greg Rucka à la fin de l'année 2016. En France, nous pourrons voir ses aventures dans les numéros de la revue Aventure Fiction d'Artima Aredi, ou encore chez le même éditeur dans Super Action, Star Flash, la Ligue de Justice et d'autres, mais également dans Strange à partir du numéro 325 jusqu'au numéro 331
et d'autres revues de comics. Héroïne iconique surpopularisée par la série de 1975, elle sera même un temps élue ambassadrice officielle des Nations Unies dans le cadre d'une campagne d'émancipation des femmes à destination des femmes et petites filles. Celle-ci sera annulée 2 mois plus tard dans le courant de l'année 2017 à cause d'une polémique notamment sur le fait que ce soit un personnage fictif qui fut nommé plutôt qu'une femme réelle qui aurait pu être choisie à sa place. Quoi qu'il en soit, Wonder Woman, de par sa force et sa douceur, n'a pas fini de nous faire rêver, surtout maintenant avec ses aventures sur grand écran. Vous pensiez que la série de 1975 était la première adaptation à l'écran de l'héroïne de DC ? Il n'en est rien. Tout commence en 1967 avec la compagnie Greenway Productions et William Dozier, qui produisait la série de Batman de 1966 et qui déjà a l'idée de réaliser une adaptation du personnage de Wonder Woman à l'écran. Dozier réalise alors un essai de 4 minutes avec Ellie Wood Walker dans le rôle de Wonder Woman. Mais le projet de série ne verra jamais le jour. Il faut dire, le personnage était traité de façon comique dans la même veine que le Batman avec Adam West, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vient alors une seconde tentative d'adaptation de Wonder Woman sur les écrans. Pour cela, il faut attendre près de 8 ans en 1974 pour avoir la première vraie adaptation télévisuelle de l'héroïne sous les traits de l'actrice Cathy Lee Crosby dans un téléfilm de 74 minutes. ABC a l'idée de faire une série TV et ce téléfilm sert de pilote. Malheureusement, l'adaptation est loin d'être fidèle. En effet, Wonder Woman est blonde ici et le costume créé par Bill Thomas, qui a travaillé sur le film de l'âge de cristal, ne ressemble pas du tout à celui de la bande dessinée. De plus, ses aventures dans ce téléfilm se passent dans le présent de l'époque, alors que les premières aventures de Wonder Woman dans la BD se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Vincent McKifty, avec Kaz Garaz dans le rôle de Steve Trevor, ce téléfilm était un test pour une série télé. L'audience n'est pas mauvaise, mais pas assez conséquente pour lancer celle-ci. Warner Bros et ABC, qui veulent autre chose, annulent purement et simplement le projet. A noter la présence de Ricardo Montalban dans ce téléfilm, le fameux Khan du deuxième film de Star Trek classique. Chose amusante, Linda Carter postula pour le rôle de Wonder Woman dans ce téléfilm, mais fut recalée. Elle aura plus de chance la seconde fois. Le téléfilm sera diffusé en France en 1999 à la télé. Le projet d'adapter Wonder Woman à l'écran semble donc bel et bien enterré. Pourtant, l'année suivante, la Warner et ABC, qui sentent que malgré que leur téléfilm ne fut pas optimal, il est possible de faire quelque chose de mieux avec le personnage. Ils chargent alors Douglas S. Kramer, qui a travaillé sur Manix ou encore Mission Impossible, de faire un nouveau pilote avec instruction d'être le plus fidèle possible aux comics, tout en créant une subtile comédie. Douglas S. Kramer fait alors appel à Stanley Ralph Ross. Il est connu pour avoir écrit des scénarios de la série de Batman de 1966, l'ironie du destin parfois, ou encore de la série The Monkees. Et celui-ci place donc le pilote pendant la Seconde Guerre mondiale comme dans la BD. Le show de Wonder Woman avec la fabuleuse Linda Carter dans le rôle titre peut alors commencer. Stanley Ralph Ross fait donc une adaptation plus fidèle de la BD, sauf pour une chose en particulier. En effet, Marston, le créateur de l'héroïne, avait des tendances sadomaso et ne s'en cachait pas. Et ainsi, les premières aventures de Wonder Woman dans le comics contenaient presque systématiquement une scène où Diana était attachée dans des positions humiliantes ou alors dans des postures où elle était soumise lorsqu'elle ne recevait pas tout simplement la fessée comme vous pouvez le voir sur ces images. La série étant destinée à un jeune public, on ne peut se permettre de montrer de telles pratiques à l'écran. Quoique, Linda Carter se retrouvera tout de même le temps de quelques épisodes attachée et soumise sans sa ceinture dorée, spécialement dans l'épisode Fausta la Superwoman. C'est donc la très jolie Linda Carter qui incarne le rôle principal de Diana Prince, Wonder Woman.
Elle fut Miss World America en 1972 et eut des petits rôles avant la série, dont un dénudé dans le film Bobby Joe and the Outlaw, pour ceux qui voudraient voir la très belle plastique de Linda. Stanley Ralph Ross, après avoir été chargé de produire le pilote, fit une recherche intensive pour l'actrice qui tiendra le rôle de Wonder Woman. Plus de 2000 candidates postulent et c'est Lynda Carter qui est donc retenue. Celle-ci n'avait pas plus de 25 $ sur son compte en banque lorsqu'elle reçut le coup de fil de la production, comme quoi elle avait été choisie pour le rôle. Bien que Joanna Cassidy, que l'on a pu voir dans Blade Runner, fut envisagée un moment pour être elle aussi Wonder Woman. La confection du costume est confiée à Donald Liefeld, qui a travaillé sur La folle histoire de l'espace ou encore sur le James Bond Les diamants sont éternels et qui est crédité en tant que Donfield dans la série. C'est lui qui fera les modifications du costume pour les nouvelles saisons sur CBS. Nous avons également Lenny Barrin qui interviendra dans la confection de costumes pour 6 épisodes, ceux de Formicida ou encore Disco Deville au hasard. L'épisode pilote, dont le coût total est estimé à un peu plus de 350 000 $, est diffusé le 7 novembre 1975 aux États-Unis. Il a été en partie tourné dans les studios Backlot et est un succès d'audience. ABC autorise donc rapidement la production de 2 autres épisodes spéciaux d'1 heure chacun. Ceux-ci seront plus tard rattachés à la saison 1. Diffusés en avril 1976, ils sont également des bons succès d'audience et ABC commande alors 11 nouveaux épisodes pour la période de 1976 à 1977. La série est lancée. On retrouve dans celle-ci toute la panoplie de Wonder Woman, le lasso doré magique qui fait dire la vérité, les bracelets par balles, l'avion invisible, la super force, etc. Carter débute le show sur ABC, puis à la fin de la saison 1, le network traîne des pieds pour le renouveler. En effet, car le cadre des années 40 avec les costumes, les décors, les automobiles et le reste augmentait les coûts de production du show. On parle d'un budget estimé à peu près 300 000 $ par épisode. Pendant ce temps, Warner Bros, qui produit le show, commence des négociations avec CBS et c'est finalement ceux-ci qui récupèrent la série, à la condition que le show ne se passe plus pendant la Seconde Guerre mondiale, mais soit réactualisé à l'époque actuelle, soit 1977 à ce moment-là, pour faire des économies. Le petit ami de l'époque de Lynda Carter, Ron Samuels, qui est également son manager, négocie alors un contrat très lucratif pour Lynda, $1 million par an pour 22 épisodes. C'était le contrat le plus lucratif pour une femme actrice à Hollywood à cette époque. Il faut savoir que sur la saison 1, Lynda Carter débuta avec un salaire de $3 500 par épisode, puis lorsque le show fut un succès, elle renégocia pendant la série et gagnait ensuite $6 000 par épisode. On prétend que Lyle Waggoner, qui était déjà plus connu qu'elle et était un homme, gagnait lui 10 fois plus par épisode. C'est donc Lyle Waggoner qui incarne le colonel Steve Trevor dans la saison 1, puis le fils du colonel Trevor dans les saisons 2 et 3 de la série. Il fut en partie choisi par les producteurs du show car il avait fait ses preuves dans le show comique The Carol Burnett Show. Pendant plusieurs années et à la base Wonder Woman devait être une comédie à cause du producteur Douglas S. Kramer qui avait produit le Batman de 1966. Mais surtout, pour l'anecdote, Kramer connaissait bien Lyle Waggoner car ce dernier avait passé l'audition pour être Batman de la série de 1966, justement, mais perdit face à un autre acteur, Adam West. Cloris Leachman, que l'on a pu voir dans Rawhide ou La 4e dimension, incarne la reine Hippolyte et mère de Diana dans l'épisode pilote. Elle aurait touché $25 000 pour son rôle pour seulement une journée de tournage. Elle sera ensuite remplacée par Caroline Jones dans la série télé. Pour la première saison, il y aura aussi d'autres seconds rôles comme Beatrice Collin dans le rôle de Etta Candy ou encore John Randolph puis Richard Estam pour le général Blankenship. Dans les 2 autres saisons, nous retrouvons par exemple Norman Burton pour incarner Joey Atkinson. Vers la fin de la série, Diana, Steve et Joe seront comme dans la série drôles de dames et recevront leur mission d'une voix venue d'un haut-parleur. Diana, devenue un agent de l'IADC, sera aidée de l'ordinateur Ira et également de Rover. A noter, Ira connaît la véritable identité de Diana. D'autres petits changements interviennent à partir de la saison 2. Il est à noter également que le célèbre Bruce Lansbury était l'un des producteurs de la série TV de Wonder Woman. Le costume est remanié pour être plus sexy encore, le short est raccourci et le bustier est encore plus coupé pour mettre en avant le décolleté de Lynda Carter. Les bracelets qui étaient argentés passent en couleur or et sont plus petits.
De même, le rubis sur la tiare de Wonder Woman lui permet désormais de communiquer avec Paradise Island. Enfin, Wonder Woman aura 2 autres tenues horribles. Une lorsqu'elle doit faire de la plongée et une autre lorsqu'elle doit faire de la moto. Elle aura même une tenue pour faire du skateboard. Malgré le fait que Lynda Carter essayait de réaliser la majorité de ses cascades, elle était doublée par 2 cascadeuses, Jenny Hipper et Kitty O'Neill. Kitty O'Neill est la première femme à avoir intégré la célèbre agence de cascadeurs Stunt Unlimited. Kitty O'Neill est morte en 2018 à l'âge de 72 ans. Jenny Hipper est toujours vivante. En France, la série sera diffusée à partir de 1977 sur Antenne 2 pour l'épisode pilote, puis en 1979 pour la première saison. Les 3 saisons seront ensuite diffusées sur la 5 de 1987 à 1991, la 5 ayant diffusé les saisons 2 et 3 qui étaient alors inédites en France. Rediffusion ensuite sur 13e rue en 2001, entre autres choses. Lynda Carter était doublée par Monique Thierry, sauf pour un épisode de la saison 3, où c'est Martine Merag qui assure le doublage. Pour Lyle Waggoner, c'est Philippe Auguste qui le double dans l'épisode pilote, puis Pierre Atté pour le reste de la série, sauf pour le fameux épisode de la saison 3 où il est doublé par Marcel Guido. Claude Joseph assure le doublage de Richard Estem et Laurence Badi la voix de Béatrice Collen. Michel Gudin double Norman Burton. Un générique en version française sera même composé, loin d'égaler l'original. Il est interprété par Lionel Leroy, bien connu pour avoir chanté un des génériques de Goldorak, et l'aventure continue. Phil Norman créa le générique animé de la série pour la première saison et les dessins furent réalisés par Charles McKimson. De Debra Winger dans le rôle de Wonder Girl à Robert Hayes en passant par Eric Braden ou encore Ron Ely, Linda Day George, Anne Francis ou Roddy McDowall et bien d'autres, la série de Wonder Woman a elle aussi eu ses guests. Nous vous mettons un petit échantillon, à vous de reconnaître les autres qui sont apparus au fil des 3 saisons. Pour les musiques de la série, nous retrouvons Charles Fox pour le générique. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas lui qui l'interprète. Certes, il en a composé la musique et Norman Gimbel les paroles avec des arrangements de Johnny Harris. Harris composera d'ailleurs pour la série pendant 10 épisodes. Mais le fameux générique est interprété par The Charles Fox Singer, devenu depuis The Ron Hicklin Singer, un groupe qu'avait monté Charles Fox pour interpréter ses compositions à la télé. On trouve dedans Ron Hicklin, Tom et John Baller, Jackie Ward, Sally Steven et Jen Morford, plus d'autres chanteurs qui viendront se greffer au groupe. Et c'est plus particulièrement la voix de John Baller, un membre du groupe que l'on entend en voix principale de la chanson. Les chœurs féminins sont 3 femmes du groupe The Lennon Sisters et dont John Baller était le mari de l'une d'elles. Fox et Gimbel sont connus pour avoir composé le générique de la série Happy Days. Pour les saisons 2 et 3, le générique sera refait et les paroles de celui-ci réécrites. Ainsi, les allusions concernant l'axe du mal seront changées pour l'action plus actuelle. De même que les images de l'animé au début de la saison 2 seront réactualisées également pour la nouvelle époque. À partir de l'épisode 9 de la saison 2, le dessin animé en générique sera abandonné au profit d'un montage d'images prises de la série pour être plus énergique. De même, une dernière version du générique où il n'y aura plus de chansons mais seulement un remix instrumental très disco sera mise en place pour la dernière saison de la série. Nous avons ensuite, pour les thèmes dans la série, Artie Ken, connu pour avoir travaillé par exemple sur les séries Vegas ou encore Dynasty, Hotel, Matlock et d'autres. Et nous avons aussi Robert Prince, Richard LaSalle, Angela Morley et Robert O. Ragland qui ont travaillé sur les musiques de la série eux aussi. Celles-ci sont disponibles chez l'éditeur La La Land Records en coffret 3 CD limité à 3000 copies. La La Land Records a également sorti un vinyle avec seulement les génériques et qui est limité, lui, à seulement 1000 copies. Même si les saisons 2 et 3 ne sont vraiment pas terribles, celles-ci ont tout de même eu du staff de qualité à la réalisation qui sont passés dessus. Comme par exemple Ray Austin qui a travaillé sur Cosmos 1999 ou encore Chapeau melon et bottes de cuir, citant également Michael Coffey que l'on retrouve sur la série de L'Âge de Cristal, Dossier brûlant, Manix ou encore Les Mystères de l'Ouest. Nous pouvons aussi citer en vrac Ivan Dixon ou Don McDougall au hasard.
Malheureusement, cela n'a pas aidé à relever la série de Wonder Woman. Nous terminerons cette partie avec les anecdotes autour de la série. Dans la BD, Wonder Woman se change en faisant tourner son lasso doré autour d'elle. Dans la série TV, l'équipe technique ne savait pas trop comment ils allaient s'y prendre. C'est Lynda Carter qui suggéra de tourner sur elle-même pour se changer. D'abord au ralenti avec superposition d'images, à partir de l'épisode 3, un éclair d'énergie sera rajouté pour masquer le raccord du passage de Diana à Wonder Woman, ce qui facilitait la tâche au montage. Au début, où Wonder Woman changeait d'uniforme pour mettre ses costumes alternatifs de celui de la moto ou celui de la plongée, se transformait d'abord dans son costume classique, puis se retransformait depuis celui-ci dans sa seconde tenue. Cette procédure sera abandonnée et Wonder Woman pourra par la suite endosser ses tenues alternatives directement sans passer par la tenue principale. Pour ceux qui ont un peu le sens de l'observation, on peut noter un changement flagrant de physique de Lynda Carter entre la saison 1 et les 2 autres saisons de la série. En effet, la production fit remarquer à Lynda Carter qu'elle était un peu trop grosse. Résultat, Lynda se mit à la salade et fit tellement de gym qu'elle devint trop mince pour le nouveau costume. Il dut être retouché pour coller à ses nouvelles formes. Il y a une forte relation entre la série Wonder Woman et celle de l'Âge de Cristal. La série de l'Âge de Cristal étant diffusée à la même époque et étant produite par le même network, CBS. En effet, on retrouve des accessoires et props régulièrement tout au long de la série de Wonder Woman venant de l'Âge de Cristal. Il y a même un épisode de la saison 3, l'épisode 14 intitulé « Soirée originale » en version française, qui met en avant des limiers et des fugitifs de l'Âge de Cristal. De même, Gregory Harrison était dans le pilote de la saison 1 de Wonder Woman. Il fait un des infirmiers qui viennent prendre le Major Steve Trevor des bras de Wonder Woman lorsqu'elle arrive à l'hôpital. Les bracelets de Lynda Carter étaient fonctionnels. Elle avait des petites télécommandes à l'intérieur de ses mains qu'elle pressait lors des séquences de tir sur elle. Les bracelets faisaient alors des petites étincelles, simulant l'impact des balles sur ses bracelets. Durant la saison 1, Wonder Woman pouvait imiter la voix de n'importe qui. Cette faculté ne sera pas du tout utilisée durant les saisons 2 et 3 de la série. Dans la série, on apprend grâce à l'épisode 7 de la saison 3, où des gens viennent du futur, que Wonder Woman fait régner l'ordre jusqu'en 2155. L'avion invisible de Wonder Woman sera redesigné en version plus moderne pour les saisons 2 et 3 de la série. Leonard G. Horn, qui avait été désigné pour être le directeur du show, eut une attaque cardiaque après l'épisode pilote et mourut. Il était connu pour avoir travaillé sur Manix, L'Homme de Fer, Mission Impossible, entre autres choses. Steve Trevor est blond dans la BD, mais la légende raconte que Lyle Waggoner refusa de se teindre en blond pour avoir le rôle dans la série TV de 1975. Lynda Carter est très amie et complice avec une autre Wonder Woman, à savoir Lindsay Wagner, alias Jamie Summers, et cela depuis très longtemps. Dans l'épisode Course à obstacles de la saison 2 de la série de l'homme qui valait 3 milliards, au début de l'épisode dans la VF, on fait référence au fait qu'une cavalière n'est pas Wonder Woman. Debra Winger, qui incarne Drusilla alias Wonder Girl dans la première saison de la série, reçut une petite fortune pour interpréter son rôle. Pourtant, elle n'aimait pas jouer son personnage et fut en conflit avec la production. De fait que la majorité de ses cachets servit à payer un avocat pour casser son contrat et lui permettre de le racheter pour ne plus avoir à jouer Drusilla. De même, Debra Winger déclarera bien plus tard avoir gardé un très mauvais souvenir de son tournage avec Lynda Carter, alors que cette dernière garde un bon souvenir de son tournage avec Winger. Dans l'épisode 2 de la saison 2 intitulé Anschluss 77, nous pouvons voir une scène où Wonder Woman s'accroche à un hélicoptère qui décolle. Au départ, cette scène fut tournée avec l'une des cascadeuses qui doublait Lynda Carter. Mais ici, la caméra était trop proche et l'on voyait clairement que ce n'était pas l'actrice. L'équipe technique demande alors à retourner la scène. Entre-temps, Lynda Carter demande à sa doublure de la laisser prendre sa place et réalise elle-même la cascade. La production, après avoir appris cela, fut furieuse de l'inconscience de l'actrice, d'autant qu'elle n'avait pas de protège-poignet pour protection qui aurait pu la retenir à l'hélicoptère si elle n'avait pas eu la force de tenir. Une véritable prouesse de Lynda Carter. Concluons cette partie sur la série avec le fait que celle-ci fit une bonne audience pour la première saison et le début de la saison 2. Mais très vite, malheureusement, celle-ci chute. Il faut dire que les histoires ne volent pas très haut et le personnage de Wonder Woman est maltraité avec des histoires sans originalité, à la limite du médiocre pour certaines. Alors que la saison 3 s'achève, CBS pense à mettre en chantier une saison 4 sans Steve Trevor mais avec des nouveaux personnages.
Mais l'audience, devenue trop basse, ne permettra pas de la réaliser et la série se termine donc le 11 septembre 1979 avec la diffusion du dernier épisode. Avec d'ailleurs une diffusion dans le désordre pour les 3 derniers épisodes. C'est donc au bout de 3 saisons et de 59 épisodes, 60 en incluant le téléfilm pilote, que Lynda Carter raccroche son costume de justicière. Après l'arrêt de la série, Lynda Carter fera divers téléfilms ou films comme le remake de Shérif Fais-moi peur. Puis elle entame une carrière musicale avec succès. Elle fait également du doublage voix pour des jeux vidéo et on a pu la voir récemment dans la série Supergirl. Toujours aussi magnifique à l'heure actuelle, elle devrait apparaître dans le prochain film de Wonder Woman avec Gal Gadot qui doit sortir en 2020. De notre point de vue très personnel, Lynda Carter reste pour nous la meilleure incarnation du personnage de Wonder Woman à l'écran, tout comme un certain Christopher Reeve l'est pour Superman. Ce n'est pas seulement sa plastique, mais c'est toute la douceur et la gentillesse que faisait passer Lynda Carter dans son personnage. Elle ne jouait pas Wonder Woman, elle était Wonder Woman. La série est disponible en intégralité en DVD avec une édition Zone 2 pour la France, mais ne possède pas encore à ce jour d'édition Blu-ray. La série avec Lynda Carter se termine en 1979. Et il faut attendre 2011 pour une tentative de résurrection de l'héroïne sur le petit écran. En effet, en 2011, NBC produit un épisode pilote pour une nouvelle série de Wonder Woman avec la très jolie Adrienne Palicki dans le rôle principal, et que l'on a pu voir dans John Wick, Marvel les agents du Shield, G.I. Joe Conspiration ou encore la série Smallville. Elizabeth Hurley incarnait la méchante Veronica Cale, Tracy Thoms jouait Etta Candy et Justin Browning incarnait Steve Trevor. C'est David E. Kelley, très connu pour The Bright Ties, Ali McBeal ou encore Boston Public, qui est à la tête du projet pour le vendre à un network. Tous refusent sauf NBC. Jeffrey Renner, qui a travaillé sur Power Rangers ou encore Columbo, chapeaute ce pilote. Malheureusement, après une réception très mauvaise auprès du public test, NBC annonce qu'elle annule purement et simplement le projet. Pour la petite histoire, une autre actrice endossera ce costume de Wonder Woman de 2011. Il s'agit d'Erika Durance. L'actrice avait déjà mis le costume de Wonder Woman dans la série Smallville où elle interprète le rôle de Lois Lane dans un épisode de la saison 9. Elle endossera donc le costume de Palicki le temps d'un épisode d'une autre série, La Loi selon Harry, qui n'est autre qu'une série de David E. Kelley. Après le pilote raté pour une éventuelle série en 2011, il faut attendre 2016 et le film Batman vs Superman pour revoir l'héroïne sous les traits de Gal Gadot, qui est surtout connue pour avoir joué dans la licence de Fast and Furious. Puis Wonder Woman a son propre film qui lui est consacré en 2017. D'un budget de 149 millions de dollars, celui-ci sera un succès et rapportera près de 822 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Celui-ci narre l'arrivée de Steve Trevor sur l'île de Diana et la venue de Wonder Woman dans le monde alors en pleine guerre, et dont la mission est d'éliminer Ares, le dieu de la guerre, qui a perverti le cœur des humains. Réalisé par Patty Jenkins, connue pour Just Drive ou encore Monster, celle-ci fut choisie un peu par dépit. En effet, la volonté de faire un film sur Wonder Woman remonte aux années 90 avec Ivan Reitman et Todd Alcott, ainsi que Laïta Kalogridis. Il est d'abord annoncé pour 2001, puis pour 2003. Mais le projet n'aboutit pas. En 2005, il est donc confié à Josh Whedon, Monsieur Avengers, qui se retire en 2007 pour cause de désaccord avec la société de production Silver Pictures pour l'histoire que doit raconter le film. Il faut alors attendre 7 ans en 2014 pour que la Warner Bros annonce un film sur Wonder Woman en développement, prévu pour 2017. C'est Michelle MacLaren, surtout connu pour avoir réalisé des épisodes de séries TV comme X-Files, FBI porté disparu, Cal XY, The Walking Dead et d'autres, qui est à la direction du film. Mais l'année suivante, en 2015, elle quitte le projet pour elle aussi des causes de désaccord avec la production. Elle est donc finalement remplacée par Patty Jenkins au pied levé. Chris Pine, le fils du sergent Gettler de la série Chips, Robert Pine, et que l'on a pu voir dans les films de Star Trek de J.J. Abrams, prend le rôle de Steve Trevor, tandis que Robin Wright, alias Kelly Capwell de la série Santa Barbara, devient Antiope, la guerrière qui forme Diana au combat.
c'est l'acteur anglais David Telllis qui joue le grand méchant du film Ares. Bien accueilli et étant un succès au box-office, le film recevra tout de même une sévère critique de James Cameron et une polémique naîtra autour de celui-ci pour le choix de Gal Gadot et de son engagement dans les forces israéliennes. Sorti en France en juin 2017, on retrouve Ingrid Donadieu pour le doublage de Gal Gadot, Emmanuel Garigeau pour Chris Pine, Juliette Degraine pour Robin Wright et Gabriel Ledoz pour David Telllis. La BO de Rupert Gregson-Williams est disponible en CD et le film, lui, est sorti en DVD et Blu-ray, de même que Batman vs Superman. Gal Gadot reprend son rôle de Wonder Woman dans le film Justice League, toujours en 2017. Et un nouveau film sur l'Amazon intitulé Wonder Woman 1984 est actuellement en préparation pour juin 2020. Gal Gadot nous livre une bonne prestation, mais à l'instar de Linda Carter, ce n'est pas la même chose. Wonder Woman a également eu droit à sa version animée. On a pu la voir dans le dessin animé Super Friends de 1973 à 1986 et qui était diffusé sur ABC. Mais c'est surtout dans le dessin animé de la Justice League de Bruce Timm et Paul Dini de 2001 à 2006 qu'elle est présente. Elle apparaît également dans d'autres animés comme Superman Batman Apocalypse ou encore Teen Titans Go to the Movies par exemple, ou dans la série d'animation consacrée à Harley Quinn. Wonder Woman aura son propre film d'animation en 2009, édité directement en DVD, puis il sera édité en 2017 en Blu-ray et qui est produit par la Warner Bros. Celui-ci reprend l'histoire de William Moulton Marston du comics de 1941. Elle aura également un second long métrage intitulé Wonder Woman Bloodline, sorti en octobre 2019, directement en support vidéo également et toujours produit par la Warner. A noter également que le personnage de Wonder Woman apparaît dans plusieurs jeux vidéo de la Justice League ou sur la licence Lego par exemple. L'héroïne est aussi apparue dans l'univers de Scooby-Doo. Outre une série de figurines sorties par Mego en 1976 pour coller à la série télé, dans les boîtes comportaient à l'origine l'effigie de Linda Carter qui furent retirées en 1977, nous trouvons également des t-shirts, des lunchbox, des poupées, etc. Voici un petit échantillon de ce qui existe. Phase S numéro 20 est à présent terminée. Nous dédions affectueusement cette émission à celle qui reste pour nous encore à ce jour la meilleure représentation de Wonder Woman, Linda Carter. L'actrice est très active sur Facebook et vient de fêter ses 36 ans de mariage avec son mari. Nous lui souhaitons tout le bonheur possible. Dans la prochaine émission de Phase S, vous devrez élever votre niveau de sécurité pour pouvoir parler avec nous de bio-ionique. Rendez-vous dans 2 mois pour notre émission sur l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. The invisible plane is waiting. The American is already aboard. Go in peace, my daughter. And remember that in the world of ordinary mortals, you are a Wonder Woman. I will make you proud of me. And of Wonder Woman. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.
Elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière, interplanétaire. Elle jaillit comme un éclair. Elle vit déjà en l'an 3000 et rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Avec ses bracelets par balles, elle va détourner le mal.